Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 19 heures, bienvenue sur Alizé pour votre information régionale de ce vendredi 2 octobre. Notre invité ce soir, Monsieur Éric Fischer, co-secrétaire académique du syndicat enseignant SNEP-FSU. Bonsoir. Bonsoir monsieur. À votre avis, pourquoi la Guadeloupe manque cruellement d'infrastructures sportives pour les scolaires? Elle manque effectivement d'infrastructures sportives, beaucoup pour les scolaires. Il y a énormément d'établissements scolaires qui n'ont aucune infrastructure pour les enfants. Les enfants prennent essentiellement des bus pour les pratiquer l'éducation physique et sportive, pourtant des programmes obligatoires, et empiètent énormément sur le temps de pratique. Et c'est une situation qui malheureusement n'évolue pas ou peu. Merci de votre réponse, nous aurons l'occasion de développer un peu plus tard dans ce journal. Tout de suite, voici les titres de cette édition. Désespoir après le retour de Paris de leurs représentants. Rapport accablant du syndicat SNEP-FSU sur le déficit d'infrastructures sportives à l'école. Le créole reste une langue parlée. Les lecteurs sont aussi rares que les ouvrages en librairie. Le journal, Nicolas Beaubrun. Il y a quelques semaines maintenant, les pêcheurs de Guadeloupe étaient au ministère de l'Outre-mer et de la Pêche dans le cadre d'une délégation afin d'être fixés sur l'avenir de leur profession. Depuis, les inquiétudes et la colère n'ont fait qu'augmenter. Le reportage de Richard Scott Tamar. Il y a encore une dizaine de jours, aucun d'entre eux ne voulait parler aux journalistes. S'ils s'expriment aujourd'hui, c'est que ces marins-pêcheurs n'en peuvent plus. Ils sont 200, concernés par une interdiction totale de pêche sur la zone dite du croissant bananier, qui va de Petit-Bourg à Vieux Habitants. Et là, vous dites qu'on sait des affaires, vous mettez limite. Pour moi, je trouve que c'est bêtise. Parce que poisson là, je trouve qu'on vous rester. Vous arrêtez. Mais on arrête Petit-Bourg. Vous arrêtez Petit-Bourg, là où il est bon matin. Mais poisson là, même bitin. Poisson là, il a sorti en bas, il a monté, il peut aller Sainte-Anne, le courant a mené, il a n'importe côté. Ces marins-pêcheurs accusent aujourd'hui les pouvoirs publics et les hommes politiques de promesses non tenues. Ils ne se sentent pas écoutés. Ce matin, sur les berges de la plage de Sainte-Marie, derrière des attitudes détendues, une réelle inquiétude se fait sentir. Je suis contre le sabotage qui est en train de se passer par rapport aux langoustes, chlordécone et tout ça, parce que c'est une pub qui nous condamne. Des langoustes, je le vendais très vite dans la journée. Bon, je ne dis pas que les Guadeloupéens sont riches, mais c'est quelque chose qui quand même partait. Maintenant, Est-ce que maintenant, du coup, la population a plus peur d'acheter des langoustes? je trouve qu'ils flippent parce que déjà les gens, même des mamies qui ne savent même pas prononcer le mot chlordécone, viennent réticentes en train de raconter « ouais, ils nous ont dit ça va nous tuer, ça va nous rendre malades ». Aujourd'hui, beaucoup de ces pêcheurs cherchent des solutions afin de survivre, comme la diversification ou carrément le changement de profession. Quel que soit chlordécone ou pas, nous avons un problème. Nous ne pouvons pas pêcher. Normalement, son secteur économique de la pêche, la région doit être prise en compte. Excusez-moi, la région doit être prise en compte. Mais si demain, bon, l'URL peut dire nous ça en face. Mais si l'URL a dit nous, il ne pas prendre en compte le problème à marin pêcheur au niveau chlordécone. Je dis simplement, monsieur l'URL, j'ai été à la chambre d'agriculture. Ici, mes chlordécone, il y a une subvention pour chlordécone. Je dis juste de prendre en considération nous, pêcheurs Guadeloupe, secteur économique, qui est très important à ces zones-là, pour faire une avancée. Pour l'instant, au ministère, les leviers de l'économie de la pêche, quel que soit du FEUM, tout ça, c'est la région qui est responsable. Les ministères des Outre-mer et de la Pêche n'ont pas encore statué sur les nouvelles aides à apporter aux marins-pêcheurs. Selon eux, leur survie en dépendra. Toujours dans le secteur de la pêche, mais en Martinique, cette fois-ci, cette importante saisie de lambi à Trinité. Les autorités ont saisi 1,5 tonne. Cette importation de contrebande a été neutralisée dans le port de Cosmy. Impropre à la consommation, la marchandise a été détruite. Éducation à présent, cet après-midi, une réunion de syndicats enseignants, SNEP-FSU, s'est déroulée à la base nautique de Sainte-Anne. Cette rencontre traitait de l'état des lieux des installations sportives dédiées à l'éducation physique et sportive dans les 70 établissements du second degré. Une quarantaine de professeurs d'EPS et des représentants de parents d'élèves étaient présents à cette réunion. Sur 70 établissements, 10 seraient équipés d'installations correctes selon le syndicat. 15 collèges ou lycées n'ont aucune installation sportive. Le reportage d'Aurélie Ronze.
Le sport, c'est bon pour la santé. Obligatoire au collège et au lycée, le sport scolaire contribue à promouvoir le respect de l'éthique et des valeurs éducatives et humanistes du sport. Dixit, le site internet du ministère de l'Éducation nationale. Il permet de construire une culture commune, de participer au vivre ensemble et de développer les ressources personnelles de chaque élève. Des élèves guadeloupéens qui ne seraient pas tous égaux selon le dernier rapport du syndicat SNEP-FSU. Le constat est clair, sur les 70 établissements scolaires publics du secondaire, seuls 10 offrent des infrastructures sportives correctes. C'est le cas notamment du lycée Félix Proto, ancien lycée Providence aux Abîmes, qui n'a pas souhaité nous ouvrir ses portes. Selon le rapport du SNEP, 15 établissements n'ont strictement aucune installation intramuros, exemple avec le lycée professionnel Auguste Aron à Bémao. Alors, le lycée Aron est situé en centre-ville de Bémao, sur un espace un peu contraint. Nous n'avons pas de plateau sportif et nos élèves vont au stade juste derrière, le stade voisin, faire leurs activités sportives. Alors, je dois ajouter quand même que nous bénéficions d'un préau qui permet quand même, au moment où il n'y a pas cours, le mercredi après-midi par exemple, de faire intramuros les activités de l'association sportive. Enfin, pour d'autres établissements, les élèves doivent systématiquement marcher plusieurs minutes et prendre des transports sur le temps de cours pour pouvoir faire de l'EPS. Pas tous égaux devant cette discipline, c'est ce que dénonçait cet après-midi le syndicat national de l'éducation physique et sportive de Guadeloupe. Monsieur Éric Fischer, donc en tant que représentant du syndicat enseignant, est-ce que votre rencontre il y a 2 jours avec Victorin Lurel s'est bien déroulée ? On va dire oui. On va dire qu'elle est historique parce que c'est la première fois que nous arrivons à être entendus au niveau de la région, mais aussi au niveau du département. C'est pas faute de demander depuis plusieurs années. C'est la première fois qu'on a devant nous un président qui semble prendre conscience des difficultés et surtout des inégalités que l'on peut trouver d'un endroit à l'autre, d'une commune à l'autre, d'un établissement à l'autre. Et nous avons quelques engagements qui nous paraissent très intéressants, que nous réclamons depuis longtemps. Mais quand on n'a rien au départ, quand on n'a même pas de promesses, on est content de se satisfaire d'abord de promesses. Donc une base de discussion déjà qui a été... Tout à fait, une base de discussion sur des demandes précises que nous avions faites. Et qu'en est-il du rectorat ? Le rectorat n'est pas le maître d'œuvre, n'est pas celui qui décide du bâti et du foncier. Mais néanmoins, nous considérons que le rectorat est le représentant de l'État. Et à ce titre, vous l'avez très bien rappelé dans votre reportage, le rectorat a une obligation de réussite et doit faire en sorte que les enseignements soient faits. Quand vous avez 2 heures de français, vous avez 2 heures de français. Quand vous avez 2 heures de PS en Guadeloupe, eh bien vous avez dans le meilleur des cas 60 minutes. Allez, 70 minutes. Le collège de Kermadec, il a 40, 50 minutes sur 2 heures. Quelles sont les contraintes que rencontrent les professeurs, justement ? Les contraintes, c'est 15 établissements où il n'y a strictement rien, 9 autres où il y a un espace de travail seulement, on va dire une salle de classe seulement. Et les contraintes, eh bien, c'est qu'il faut prendre des bus. C'est à la charge des établissements de les organiser, sur une subvention certes venant de la collectivité, qui semble-t-il arrive tard, on n'arrive pas à savoir pourquoi les subventions ne sont pas là, et vous avez des établissements qui n'ont toujours pas démarré l'EPS à la date d'aujourd'hui. Donc on a quand même des chiffres assez importants, mais visiblement ce sont les lycées ou les collèges dans les REP qui sont le plus touchés. C'est ce qui nous a le plus embêté, c'est que systématiquement ce sont les élèves qui sont le plus en difficulté, qui méritent le plus, là où l'académie met le plus d'argent en termes de masse salariale et de professeurs, où les infrastructures sont les plus dégradées, les plus difficiles. Et à l'inverse, dans les établissements où le recrutement est beaucoup plus facile sur les catégories socio-professionnelles des parents, les installations sportives sont très bonnes, c'est rare, mais sont bien meilleures. Donc quelles seraient les solutions à apporter pour avoir un meilleur équipement ? La première des solutions, ça serait d'accepter qu'il y ait une concertation entre les utilisateurs et les concepteurs ou les décideurs. Ça n'existe pas. C'est ce que nous regrettons. En premier, il semblerait que nous puissions mettre en place des commissions trimestrielles avec la région pour aller dans ce sens. C'est historique, ça n'est jamais arrivé. Nous en sommes ravis maintenant. Des promesses, c'est très bien, des actes, ça serait beaucoup mieux. Merci Éric Fischer. Donc je rappelle que vous êtes le co-secrétaire académique du syndicat enseignant SNEP-FSU. Merci d'avoir accepté notre invitation. Continuons avec cet événement. Aujourd'hui, c'était la journée internationale de la non-violence.
Cette date du 2 octobre a été choisie par l'ONU, une date symbolique, puisque c'est la date de naissance du Mahatma Gandhi, chef du mouvement pour l'indépendance de l'Inde et pionnier de la philosophie et de la stratégie de la non-violence. Jacob Poulican, le fondateur du Centre de développement rural Gandhi, est en Guadeloupe actuellement et a visité des écoles aujourd'hui dans le cadre de cette journée. Il était au Moule cet après-midi. Le reportage de Muriel Barlagne. Il est arrivé vers 14 h au groupe scolaire Albert Debibacas du Moule. Jacob Poulican était très attendu depuis une semaine par les élèves de cycle 3. Préparés spécialement pour lui, des messages d'amour et de paix déclamés en chœur. Une façon aussi de célébrer la journée internationale de la non-violence mise en place par l'ONU en 2007. Ils y ont réfléchi pendant des jours en faisant des recherches sur les défenseurs de la paix, la violence, un sujet qu'ils maîtrisaient déjà. Ce sont des enfants qui sont sensibilisés par des faits d'actualité. Ce sont des enfants qui sont assez ouverts, on a cette chance. Donc on a pu débattre dans les classes et à partir des débats, comme le disait la collègue, nous avons aiguillé les recherches sur les grands hommes qui ont combattu dans leur vie contre la violence et pour la paix de façon générale. Une partie du travail a consisté à confectionner des affiches sur des personnalités comme Gandhi, le précurseur de la philosophie de la non-violence, mais aussi Martin Luther King et Nelson Mandela. Aujourd'hui, les élèves sont incollables sur la question. Je retiens que la violence, c'est quelque chose qu'il faut éviter. C'est très mal et que beaucoup de gens dans le monde expriment la violence. La violence, il ne faut pas le faire parce qu'il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Et comme Martin Luther King, et la violence, c'est très mal, alors il faut arrêter ça. Nelson Mandela, Martin Luther King et Gandhi, ils essayaient d'arrêter ça. Et il y a Gandhi et Nelson Mandela, il est beaucoup allé en prison. Parce qu'il essayait pour que les blancs et les noirs aient les mêmes droits. Jacob Poulican, fondateur du Centre de développement rural Gandhi au Kerala, a été heureux de cette expérience, fier de rencontrer les messagers de demain. De paix, justice à présent. Souvenez-vous de cette affaire qui a fait grand bruit. Nicolas Cholette était poursuivi par le ministère public et par la partie civile pour injure à caractère racial, menace de mort, dégradation d'un véhicule et vol. Aujourd'hui, il a été condamné à 3 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Basse-Terre. Il devra en plus payer plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts à la victime. Il a 10 jours pour faire appel. Continuons avec cette réunion qui a eu lieu ce matin au niveau du syndicat mixte des transports, un petit changement dans l'organisation. Donc ce matin, qui a tenu une assemblée pour acter de son extension à la communauté de la Riviera Grand Sud, peut-être pour une évolution dans les liaisons entre la commune du Nord Basse-Terre et celle du périmètre de la communauté de la Riviera. Un mot dans la Caraïbe, nous vous en parlions il y a quelques jours. Donc Jean-Bertrand Aristide fait campagne pour l'élection présidentielle. Il a recomposé, il a fait sa réapparition récemment. Je vous propose d'écouter ces commentaires de Richard Scott Tamar. Cela faisait 3 ans qu'il ne s'était pas exprimé depuis son retour en Haïti en 2011. Ces dernières semaines, la rumeur de sa mort circulait dans le pays. À 3 semaines de l'élection présidentielle, l'ex-président Jean-Bertrand Aristide est réapparu aux côtés de la candidate du parti Lavalas qu'il a fondé, le docteur Maryse Narcisse, qui ne figure pas parmi les favoris de la présidentielle, était ravi du soutien. Des centaines de partisans de l'ancien prêtre l'ont acclamé comme au bon vieux temps de ses années de pouvoir. Aristide dénonce aujourd'hui un coup d'État électoral et invite ses partisans à la désobéissance. 24 ans après le coup d'État qu'il a renversé, Jean-Bertrand Aristide compte bien peser dans l'histoire démocratique d'Haïti.
Retour en Guadeloupe, la 7e édition du Mois du Créole est lancée. Une série de manifestations vont être organisées par le conseil départemental. En 2009 a été créé Créole en mouvement, le Mois du Créole. L'objectif est de mettre en avant les éléments qui rassemblent ou différencient les îles de la Caraïbe. Cette 7e édition a pour thème « La Caraïbe, nous cassons, s'ensemble ». Le reportage de Raja Kitou. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir le créole, notamment en librairie. Le créole est davantage une langue orale qu'écrite. Vouloir l'écrire est un phénomène récent. Même si le créole est une langue très parlée, le français reste tout de même la langue la plus lue. Les lecteurs achètent leurs ouvrages essentiellement en français. Je n'ai jamais touché vraiment des ouvrages où on parle vraiment créole. Enfin, où c'est écrit en créole, pardon. Parce que j'ai pas été habituée à ça, du tout. J'ai plus appris le français, l'anglais, mais le créole, lire pas du tout en fait. Je sais que maintenant, les enfants lisent en créole, il y a même le bac en créole, mais à mon époque non. Pendant ce mois de célébration, les lecteurs recherchent de la documentation afin d'apprendre à mieux écrire le créole, ceci afin de préparer au mieux la dictée créole. Les contes, l'histoire, les traditions, le théâtre ou même la poésie intéressent le plus les lecteurs, ceux qui lisent en créole. J'aime bien les contes créoles, ça c'est drôle et tout, mais sinon ma lecture c'est plus en français. Bon, pour moi, je lis un conte en créole plus lentement qu'un conte en français puisque c'est pas très évident. Des fois il faut reprendre la phrase pour comprendre et le français ça va tout naturellement. La soirée de lancement de cette 7e édition aura lieu ce vendredi au Fort Fleur d'Épée, au Gosier. Au programme présentation de Diable, le roman de Timalo, de la musique, un défilé et une comédie musicale dédiée à Chérubin Céleste. Et avant de refermer ce journal, parlons de sport. Le comité régional de cyclisme a convié la presse ce matin à découvrir la nouvelle piste de BMX située à Gourdeliane. Ce nouvel outil sera inauguré dans les jours prochains pour le bonheur des pratiquants de cette discipline, de plus en plus nombreux. Le reportage de Muriel Barlagne. Sous l'œil avisé de Rodolphe Péraguin, référent piste nationale à la Fédération française de cyclisme, les ouvriers s'activent pour livrer la piste de BMX dans quelques jours. C'est au vélodrome de Gourdeliane qu'elle a été installée, la première du genre dans le département, en construction depuis un an. Une piste qui mesure 310 mètres, sur une largeur sur le premier tronçon qui est de 8 mètres, et sur le reste de la piste environ 5-6 mètres. Elle aura toutes les caractéristiques qui font d'elle une piste homologuée. Un revêtement et bientôt un balisage ainsi qu'une grille de départ. Cette fois, le comité régional de cyclisme de la Guadeloupe a fait les choses dans les normes. Dès notre arrivée au comité régional en 2013, c'était notre objectif de refaire les infrastructures. Et on a commencé tout de suite dès notre arrivée en 2014 par la piste. Et puis après, on s'est dirigé vers la piste de BMX. Mais après une semaine, on a fait venir un professionnel envoyé par la FFC qui nous avait demandé de tout arrêter. Et pendant ce laps de temps, il a travaillé bien entendu avec l'équipe du groupe Badarkan à mettre en place ce que vous venez de découvrir. Avec cette nouvelle installation, les nombreux pratiquants de BMX du département pourront enfin prendre une licence. Pour l'instant, ils ne sont qu'une dizaine à l'avoir. Dès la fin du mois, des formations de cadres techniques et d'arbitres sont prévues. La Guadeloupe pourra enfin avoir ses compétitions officielles de BMX. Monsieur Eric Fischer, justement, une nouvelle infrastructure, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? C'est une très bonne nouvelle. Elle est située à 100 mètres d'un collège qui a déjà beaucoup d'infrastructures sportives, contrairement à bien d'autres. Nous espérons que les élèves de ce collège pourront profiter. Déjà, ils allaient au vélodrome, ces élèves-là, et c'est une très bonne initiative et qui montre que nous, on souhaite travailler en partenariat avec les ligues et les fédérations pour justement faire profiter à la fois des élèves, que cette installation soit utilisée de 7h le matin à 20h le soir. Merci de votre réponse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Vous retrouverez lundi à 19h. Demain, ce sera Jean-Luc Icard pour votre information régionale. Dans un instant, le journal de TF1 pour l'information nationale, suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo et de votre programme Recherche, appartement ou maison. N'oubliez pas que l'information continue sur notre site internet alizé.com. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à lundi.